Après 3 ans de guerre civile, les communistes, aidés et soutenus par la population des campagnes, occupent tout le nord de la Chine. En janvier 1949, ils sont à Pékin. Dans 4 mois, ils seront à Nankin et Shanghai. Et avant la fin de l'année, ils auront chassé les nationalistes de l'ensemble du territoire. La Chine est ruinée, détruite par 40 ans de révolte, de guerre civile, d'invasion. Mais après 40 ans de division, Chine jaune, Chine bleue, Chine du Nord, Chine du Sud, la Chine est enfin unifiée. Le grand rêve de Sun Yat-sen. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine est née. Mais il faut finir de reconquérir les marges de l'Empire. Et d'abord au Tibet, qui doit son indépendance récente aux Britanniques et vers lequel 3 armées chinoises convergent sous prétexte d'en assurer la sécurité. En fait, pour faire rentrer le peuple tibétain dans le sein de la grande famille chinoise. En Indochine, camions et armes lourdes pour aider Ho Chi Minh à libérer le Vietnam du colonialisme français. En Corée, l'invasion du Sud par le Nord est en train de tourner à la catastrophe, menaçant la sécurité de la Chine. Pour sauver l'armée communiste coréenne de l'extermination, et à la demande de Staline, qui préfère éviter un conflit direct avec les Américains, 700 000 volontaires chinois, en réalité des unités de l'armée populaire, franchissent en secret les ponts du fleuve Yalu. Mal équipés, mais nombreux, utilisant à nouveau la technique des vagues humaines. Pendant toute une semaine, sans se soucier ni des pertes, ni du ravitaillement, vague après vague, jusqu'à épuisement, ils surprennent et submergent les Coréens du Sud et leurs alliés américains, l'armée la plus puissante et la plus moderne du monde, les repoussant sur plus de 400 km jusqu'à Séoul. La première guerre de la guerre froide. Elle durera 3 ans. 2 400 000 morts, dont 1 400 000 dans les rangs communistes, et 30 000 Américains. À Taïwan, maintenant aux avant-postes du monde libre, Chiang Kai-shek, bien armé et soutenu par les Américains, prépare la reconquête. Pendant ce temps, la réforme agraire, commencée au nord pendant la guerre civile, a été aussi mise en œuvre dans le sud. On divise et on redistribue les terres des grandes propriétés, 40% de tout le territoire. On brûle les anciens actes de propriété. On dénonce les méfaits des riches propriétaires, agents du Kuomintang et mauvais éléments. Le pouvoir est aux masses, éclairé et guidé par le parti. « 1953, Staline est mort. Staline mort, c'est au contrôle de la révolution mondiale que pense maintenant Mao. Bientôt le vent d'Est l'emportera sur le vent d'Ouest. Cette même année, le recensement apprend aux dirigeants que les Chinois sont plus nombreux qu'ils ne le pensaient. 580 millions, dont 90% vivent à la campagne.
Il serait urgent de contrôler les naissances. Mais le parti hésite. L'heure est surtout à la nouvelle constitution, à la première réunion de l'Assemblée nationale des représentants du peuple et à l'élection d'un président pour la République populaire. Résultat sans surprise, annoncé par Liu Shaoqi. 新的进步，中华人民共和国主席选举的结果，投票的总数是1210票，毛泽东得1210票当选。 D'abord le pouvoir absolu, il faut tracer la voie chinoise vers le socialisme. Le pouvoir est aux masses paysannes, organisées village par village en assemblées populaires. On a bouleversé l'organisation familiale traditionnelle. On a émancipé les femmes. Un système de réquisition centralisé remplace les anciens circuits commerciaux. Et dans les villes, des unités de travail décident de tout ce qui fait la vie des travailleurs. Salaire, logement, éducation, soins, loisirs. Suivant le modèle soviétique, on collectivise la production en créant 2 types de coopératives. Un plan de 12 ans fixe les objectifs du développement. Les cadres du parti prennent en charge l'organisation du travail et imposent le choix des récoltes. Mais Mao veut aller plus vite et plus loin. Cette mise en œuvre du plan crée de nouvelles élites et de nouvelles inégalités, de nouvelles tensions et de nombreux conflits. Beaucoup de paysans rechignent aux coopératives. La société résiste, c'est donc toute la société qu'il faut bouleverser. Il faut faire la guerre aux bureaucrates, aux institutions, aux planificateurs. Il faut dépasser le modèle soviétique et imposer sa propre voie. Pour vaincre la pauvreté et le sous-développement, il faut aller plus loin et faire un grand bond en avant. Il faut lancer des travaux d'aménagement et d'irrigation à très grande échelle, supprimer les coopératives et mobiliser les masses paysannes en les réquisitionnant au sein de grandes communes populaires. Il faut purger les contradictions de la société et celles du parti, faire appel sans cesse à la base et aux masses pour dépasser les critiques et maîtriser les luttes de pouvoir. La société chinoise devient une immense caserne. Familles, lopins privés et maisons sont abandonnés pour des dortoirs et des réfectoires collectifs. On passe du travail à l'usine ou dans les ateliers, aux grands chantiers ou aux travaux agricoles. On industrialise les campagnes en y créant des millions de petits hauts fourneaux et de forges improvisées. Agriculture et industrie, il faut marcher sur les 2 jambes. Les statistiques s'envolent.
On donne à fondre les socs de charrue et les ustensiles de cuisine. On fait feu de tout bois. Même les charpentes des vieilles maisons, tout ce qui brûle peut servir. Dans 15 ans, on aura rattrapé et dépassé la production d'acier de la Grande-Bretagne, alors la 3e puissance industrielle du monde. Dans les grandes villes, les entreprises industrielles et commerciales sont toutes nationalisées. Les images, désormais, ne donnent de la réalité qu'une façade idéale et forcément heureuse. Mais Mao est en fait de plus en plus critiqué pour son activisme autoritaire et est bientôt contraint de mettre un frein à sa marche forcée vers le socialisme. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent. La campagne des 100 fleurs lancée par Chou En-lai et Mao contre ceux qui l'accusaient d'aller trop vite a déjà mobilisé les intellectuels et les artistes contre la bureaucratie, le style de travail et les institutions du parti. La guerre des classes, c'est toujours la juste solution des contradictions au sein du peuple. Très vite, les intellectuels étaient allés trop loin. Trop vite conduits à critiquer la dictature du communisme. D'accord avec le parti pour les réprimer, Mao a refait un moment l'unité autour de lui. Pour la Chine, c'est l'œil du cyclone. Mais les images ne montrent pas l'armée qui repousse les millions de paysans qui fuient alors les communes populaires. Les images ne montrent pas la pagaille et la disette qui s'installe. Les images ne montrent pas la famine qui s'annonce. Pendant ce temps, 10 ans, les purges nécessaires à la transformation de la société n'ont pas cessé. 那么这当前关系呢，这是我个人的感觉是吧？我觉得呢，就是在这个解放以后到现在呢，不与在解放以前那时候那么亲密。你站在什么立场发的呀？你还是站在你人民教师、人民大学的讲师的立场发呀？你还是代表你过去少将的阶级立场发呀？你说的这些话，你是代表哪一个？ Campagne contre les droitiers et les intellectuels trop critiques. Campagne contre les contre-révolutionnaires cachés. Campagne contre les fonctionnaires corrompus et les fraudeurs. Campagne contre les mauvais éléments. Campagne contre le gaspillage. Campagne contre l'abus des biens publics. Les accusations et les dénonciations sont publiques. Et les accusés sans défense. Ils sont forcément coupables et ils n'ont aucun droit. C'est le peuple qui juge. Jugement et condamnation sont aussi publics. Comme les exécutions, pour l'exemple. 5 millions d'exécutions en 10 ans. Et plusieurs millions de condamnés
au Laogai, le bagne. Intellectuels ou paysans, ouvriers ou cadres, soldats ou officiers, membres ou non du parti, tous y passent, tous peuvent y passer. Trop heureux d'avoir échappé à la mort et au bagne, ce général redevient simple soldat. Accompagné par les applaudissements, comme une forme de rédemption et de salut. Le retour à la base. Personne n'échappe au jugement populaire et surtout pas Pouilly, le dernier empereur. 在伪满的那个时候，根本上我是没有这个实权。那么统治和支配这个伪满的实权的是谁呢？就是这个伪总务长官伍不留赞和他的辅佐者伪总务厅次长谷海同志，就是他。所以他们呢，就是在日本关东军司令官的领导之下，奉行了他们这个日本帝国主义的侵略政策。 Jugé et condamné au bagne pour trahison, Pouilly, le dernier empereur, finira sa vie comme jardinier. La voie chinoise, c'est aussi la bombe. L'indépendance militaire et le rejet de la tutelle soviétique désormais inutile. Le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest. C'est encore l'intégrité du territoire et la reconquête de Taïwan, toujours occupée par Chiang Kai-shek avec l'appui des Américains. Mais privée du soutien soviétique, l'offensive chinoise tourne court. Au Tibet, après 10 ans de colonisation socialiste et chinoise, la population entière de Lhasa s'est soulevée. 20 000 Tibétains contre 40 000 soldats chinois. Image de propagande et mise en scène après la bataille pour discréditer les moines. Il fallait arrêter tout de suite une révolte trop contagieuse. Prévenu la veille, le Dalai Lama a réussi à s'enfuir. La collectivisation des terres, la transformation des techniques traditionnelles de culture, la destruction des monastères et des temples, l'interdiction des pratiques religieuses, les arrestations, les purges doivent continuer. La République populaire de Chine a 10 ans, mais c'est une année noire. Et les sourires ne sont que de façade. Nationalisme chinois contre impérialisme soviétique. Entre Mao et Khrouchtchev, la rupture est consommée. En fait, Mao a dû céder la présidence à Liu Shaoqi, son allié pendant longtemps. Déjà remplacé au secrétariat général du parti par Deng Xiaoping. Lui aussi partisan de la ligne modérée, Mao est isolé, réduit à un rôle symbolique. C'est ici, dans cette nouvelle cité interdite, à côté de l'ancien palais impérial où personne ne pénètre. C'est ici, derrière des jardins immenses et dans ce décor d'apparence paisible, que se préparent les luttes qui opposent les compagnons d'hier. C'est ici que les dirigeants luttent et travaillent. C'est ici que Mao, toujours parfaitement renseigné par ses propres services, guette et observe ses adversaires, certain d'avoir raison avant tous les autres et contre tous les autres. Les nuées malfaisantes reviennent,
Où sont nos amis? Où sont nos ennemis? Liu Shaoqi, le nouveau président, pragmatiste et opposé à l'activisme autoritaire de Mao, cherche auprès des paysans la réalité et les raisons de l'échec du grand bond. Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, le nouveau secrétaire général du parti, et Mao, enfin. L'heure et les visages sont graves. Les chiffres et les statistiques, en maintenant l'illusion, avaient retardé l'échéance. Mais la réalité est pire qu'on ne pouvait l'imaginer. Et Mao forcé de reconnaître que l'acier des forges et des hauts fourneaux improvisés dans les campagnes est inutilisable, bon à jeter. La production industrielle complètement désorganisée est en chute libre. Les récoltes abandonnées par les paysans trop épuisés pourrissent. La pénurie alimentaire encore accrue par des conditions climatiques désastreuses et dramatiques. La famine a déjà fait 13 millions de morts. Des sources occidentales parleront de 30 millions de victimes. Mao doit faire son autocritique. Mais elle est réservée aux membres du comité central et restera longtemps secrète. Mis à l'écart, Mao le rebelle ne peut se contenter d'un rôle symbolique. Et pour reprendre le pouvoir, il va maintenant s'appuyer comme d'habitude sur une masse de manœuvres populaires. Après les paysans et les intellectuels, cette fois ce sera la jeunesse. Tout commence dans les universités et par des affiches, les Dazibao, contre la politique élitiste, l'académisme, les passe-droits, les nouveaux mandarins et la science étrangère. Puis c'est le petit livre rouge de Mao, diffusé par l'armée pour répondre au livre de Liu Shaoqi, que diffuse avec succès l'appareil du parti. La pensée de Mao Tse-tung enflamme les écoles et les universités. Il suffit de souffler sur les braises pour que la révolution culturelle déborde du cadre universitaire et vise maintenant le grand ennemi de Mao, l'appareil du parti. Feu sur le quartier général. Le matin du 18 août 1966, avec les premiers rayons du soleil sur la place Tiananmen, Mao leur apparaît comme un dieu. L'Orient est rouge. Ils sont les nouveaux gardes rouges de la Révolution. Ils ont tous les droits, et rien ne doit les arrêter. Balayer les monstres et les démons, sans destruction, pas de construction. Zhou Enlai, toujours prudent, attend de voir où soufflera le vent. Avec Mao, c'est Lin Piao, à la tête de l'armée, qui est son principal soutien contre le parti. Jiang Qing, la femme de Mao, vient à peine de sortir de l'ombre. Liu Shaoqi est maintenant, avec Deng Xiaoping, la principale cible de Mao. Chiens enragés qu'il faut battre à mort. Du
18 août au 25 novembre 1966, le même cérémonial se reproduira régulièrement place Tiananmen. Une grande hystérie organisée. Lancé par Mao à l'assaut du parti et de la vieille société, après les intellectuels artistes et démocrates de l'aventure des Sans-Fleurs, après les paysans épuisés du Grand Bond, c'est à leur tour de croire au lendemain radieux. Ils sont des millions de gardes rouges à travers les provinces et mimant pour leur éducation ce que fut la longue marche. Ils sont les héros de la révolution culturelle. Il faut mettre le vieux monde à l'envers. Tout ce qui représente et symbolise le féodalisme et les temps révolus est détruit. Livrés à eux-mêmes et divisés en factions rivales, les gardes rouges se battent entre eux. La terreur et l'anarchie sont partout. C'est un feu que rien n'arrête plus. Les enfants dénoncent les parents. Tous ceux qui représentent l'ordre répressif, la science bourgeoise, tous ceux qui détiennent une parcelle d'autorité, sont physiquement brutalisés et humiliés par des adolescents fanatiques. Vieilles idées, cultures, coutumes et habitudes, la jeunesse a tous les droits et personne n'est à l'abri. En fait, le cœur de la cible, clairement désigné aux gardes rouges, c'est Liu Shaoqi. Accusé de suivre la voie capitaliste et condamné par 2 fois à faire son autocritique publique. D'abord rétrogradé du 2e au 8e rang dans la hiérarchie du parti, Liu Shaoqi sera ensuite expulsé du parti, chassé de la présidence de la République et jeté en prison, comme sa femme. Les rats qui courent dans les rues, tuez-les, tuez-les. Comme un poisson dans l'eau.
Mao fabrique ces images, qui plaisent tant à la jeunesse en Chine comme en Occident. Des images que l'on interprète facilement, des images de propagande. La révolution comme un grand fleuve que rien n'arrête dans sa course. Mais les images cachent la réalité. En fait, le mouvement qu'il a lancé a complètement échappé à Mao et à ses manipulateurs, pris à nouveau au piège des contradictions. Le chaos, la violence et l'anarchie ont envahi la Chine, la plongeant à nouveau dans la guerre civile et rendant inévitable le recours à l'armée et le retour à l'ordre. Au printemps 1969, Mao a gagné. L'armée encadre maintenant le parti dont le rôle dirigeant est réaffirmé. La pensée de Mao Tse-tung en est le fondement, et Lin Piao, chef de l'armée, le successeur désigné. La révolution culturelle est finie. Les gardes rouges renvoyés à la campagne ou à l'école. Derrière Mao, arbitre suprême, le prudent et modéré Zhou Enlai, Premier ministre, doit maintenant compter avec Jiang Qing, Lin Piao et les radicaux, ceux qu'on appellera la bande des quatre. Pendant ce temps, Liu Shaoqi meurt en prison. Dans cette cellule. Mais on ne dit rien. Sa mort restera secrète pendant 10 ans. Dans le même temps, au nord, des combats avec les Russes pour des questions de frontières ont consommé la rupture avec Moscou. Les perspectives du retrait progressif des Américains au Vietnam font maintenant de l'Union soviétique un danger potentiel dans la région et la désignent comme l'ennemi principal de la Chine. Il faut sortir de l'isolement, trouver de nouvelles alliances. Les petits pas et les petits coups de ping-pong précèdent les grands pas de la diplomatie et 3 ans de négociations discrètes pour aboutir début 1972 à ceci. Nixon à Pékin. On se regarde bien, on se salue, comme de vieux amis heureux de se retrouver. Car on pose pour l'histoire. Reste à régler une question qui inquiète les Chinois, celle des accords de désarmement engagés entre les Américains et les Soviétiques. Reste aussi la question de Taïwan. Les Américains mettront encore 7 ans à reconnaître la souveraineté de Pékin et la fin des traités de sécurité signés avec Chiang Kai-shek. Première réapparition publique de Deng Xiaoping, encadré par Jiang Qing et Zhou Enlai. Deng a survécu à la tourmente de la révolution culturelle et vient d'être réhabilité. Par contre, Lin Piao a disparu du groupe des dirigeants, victime sans doute de son ambition et mort dans des conditions qui restent toujours mystérieuses. En évitant l'affrontement direct avec les radicaux, Zhou Enlai a désigné Deng Xiaoping pour conduire le programme des 4 modernisations. C'est encore à Deng qu'échoit de présenter devant l'ONU les thèses de Mao pour un nouvel ordre mondial.
Mais la roue tourne vite en Chine cette année-là. En janvier 1976, Zhou Enlai, malade depuis 1 an, meurt, laissant la voie libre aux radicaux. Deng Xiaoping, son principal collaborateur, vice-président du comité central, premier des vice-premiers ministres et chef d'état-major général de l'armée, son successeur désigné, Deng n'est pas prêt. Vaincu par Hua Kuo-feng et les radicaux, bientôt éliminé de la vie publique. Affaibli par l'âge et la maladie, Mao n'arbitre plus les luttes entre les factions. La Chine, à nouveau, s'enfonce dans une crise permanente. Le 4 avril, jour des morts. 3 mois après la mort de Zhou Enlai, de petits groupes se dirigent vers la place Tiananmen, apportant fleurs et couronnes au pied du monument aux héros du peuple, au centre de la place. Image volée, prise à la sauvette par un témoin occidental, et manifestation sans doute provoquée par les adversaires de la bande des 4. Ils sont vite des centaines de milliers utilisant gerbes et couronnes pour y accrocher banderoles et messages au bien-aimé ministre Zhou Enlai, contre l'impératrice douairière, Jiang Qing, et contre le petit groupe de sales et misérables carriéristes qui l'entourent. Les manifestations tournent vite à l'émeute et gagnent d'autres villes. Dirigée par les radicaux, la répression sera rapide et sanglante. Plus de 100 morts, des milliers d'arrestations. La bande des 4 dénonce Deng comme l'instigateur de l'incident contre-révolutionnaire de Tiananmen. Deng contraint de s'enfuir à Canton, le pouvoir des 4 n'a jamais été aussi grand que pendant ces mois du printemps et de l'été 1976. Jiang Qing, dont l'ambition inquiète à présent Mao, triomphe. Mais le 9 septembre, 6 mois après Zhou Enlai, Mao meurt. La bande des 4 projette aussitôt d'exploiter ses dernières volontés, vraies ou fabriquées, pour installer Jiang Qing au pouvoir. Hua Kuo-feng, le Premier ministre et leur ancien allié contre Deng Xiaoping, les prend de vitesse et les fait arrêter par surprise. Se faisant élire à la présidence du comité central et de la toute-puissante commission des affaires militaires. Deng Xiaoping, à nouveau réhabilité, prépare avec prudence son retour. Comme le faisait Mao, c'est d'abord des affiches qui reprennent ses slogans. La vérité doit être recherchée dans les faits. À Pékin, le mur de la démocratie dénonce publiquement les abus du maoïsme et les crimes de la révolution culturelle. Deux ans après la mort de Mao et sa seconde disgrâce, Deng est revenu au pouvoir. Premier ministre, il va pouvoir mettre en œuvre les idées qu'il défendait depuis plus de 25 ans. Comme Liu Shaoqi, mort en prison des mauvais traitements reçus pendant la révolution culturelle, et qu'on réhabilite, publiquement.
ainsi que sa femme, libérée après 10 ans de prison. Quand les étoiles seront tombées, il n'y aura plus de lumière. Ainsi va la Chine. Mais seul le parti peut juger l'histoire. À l'automne 1980 s'ouvre à Pékin le procès public de ce qu'on appelle la bande des quatre. La veuve de Mao, d'abord. Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, Wang Hongwen. Et leurs complices. J'étais le chien de Mao. Quand il m'ordonnait de mordre, je mordais. Condamnée à mort avec sursis et libérée 7 ans plus tard, elle se suicidera. S'achèvent 10 ans de troubles qui ont bouleversé la Chine et la vie de millions de personnes. Deng a repris l'héritage de Chou Enlai. Avec constance mais avec souplesse et prudence, il s'éloigne du modèle maoïste et lance la Chine dans un vaste mouvement de transformation et de modernisation économique. C'est d'abord la disparition des communes populaires et des différentes structures collectives, le retour à l'exploitation familiale et le droit de vendre au marché libre la production privée. C'est en même temps la libéralisation du commerce, du transport, de l'artisanat, des petites industries et la suppression des livraisons obligatoires à l'État. Pour limiter la population, un seul enfant par famille. Dans les provinces surtout, la campagne pour l'enfant unique aura comme conséquence une grave recrudescence de l'infanticide pour éliminer les filles de cette comptabilité. Un fils pourra mieux assurer la marche de la ferme. Autre écart au modèle maoïste, on compte sur l'accélération des importations étrangères pour réaliser les grands projets industriels. On réforme les entreprises industrielles d'État, dont la planification est trop rigide, et on crée dans le sud, près de Hong Kong, des zones économiques spéciales. Au milieu des années 80, toute l'économie chinoise est en progression et atteint des taux de croissance records. Les résultats les plus spectaculaires sont ceux de l'industrie légère et surtout des biens de consommation. « 40 ans après l'Amérique, 20 ans après l'Europe, les symboles de la société de consommation, machines à laver, télé, frigidaires et supermarchés, gagnent la Chine. Mais davantage de liberté, ce n'est pas toute la liberté. La Chine reste en liberté surveillée. Pendant ce temps, aux frontières, l'armée chinoise a tenté l'aventure en terre vietnamienne. Mais 30 ans de guerre contre la meilleure et la plus forte armée du monde ont fait des Vietnamiens une force invincible. Au Tibet, par contre, après les massacres et les destructions de la révolution culturelle,
1 million de morts, c'est maintenant la colonisation en masse. Mais Lhasa, transformée en ville chinoise, ne veut pas disparaître et se révolte. Image de la sécurité chinoise. On ne cédera pas un pouce de l'Empire. On ne cédera pas non plus aux étudiants qui occupent la place Tiananmen depuis un mois. La plus grande manifestation non officielle depuis 40 ans, plus d'1 million. La contestation a gagné d'autres villes en province, mais on sait ce qu'il en coûte de libérer des forces sociales qu'on ne contrôle plus. Il faut éviter l'anarchie et le chaos. On ne cédera pas aux illusions des Occidentaux. La répression violente et silencieuse s'abat sur la Chine. Un document révélateur. Deng Xiaoping, l'homme qui a ouvert, libéralisé, modernisé la Chine, et lui-même victime des violences de la révolution culturelle, félicite les officiers qui ont dirigé la répression et le massacre de Tiananmen. Qu'importent les illusions des Occidentaux, qu'importent les condamnations de principe, la suppression des visites officielles, la menace de sanctions économiques. La Chine restera ouverte aux produits et au commerce de l'Occident. Laissez la porte entr'ouverte et les mouches auront tôt fait de revenir. Les réformes seront poursuivies. Les mauvais fruits et les revers de la croissance. Les lumières de la ville, l'écart du développement économique entre les régions, jettent sur les routes des millions de paysans pauvres à la recherche d'un emploi. De ville en ville, de gare en gare. Toute une population flottante et misérable. Et son cortège de délinquance. Petits voleurs, petits trafiquants, pour survivre. Mais aussi des trafics organisés à grande échelle. Fausse monnaie, voitures volées, contrefaçon, vol et trafic d'enfants, prostitution, banditisme de grands chemins et crimes organisés. Beaucoup de corruption aussi à tous les niveaux de l'appareil du parti. Les condamnés seront conduits à travers la foule, debout sur la plateforme d'un camion. Les exécutions sont encore publiques, dans les stades. Une balle dans la nuque, pour l'exemple. Qu'importe la couleur du chat, s'il attrape la souris. La Chine de Deng continue de s'ouvrir au monde économique moderne. Inexistant il y a 15 ans, le secteur privé représente aujourd'hui 8 millions d'entreprises, 50% de la production nationale,
14 zones économiques spéciales, 8 villes à statut spécial, 31 zones à haute technologie. Et c'est à la zone spéciale de Shenzhen, la toute première créée il y a 27 ans dans un village de pêcheurs en face de Hong Kong, que Deng Xiaoping consacre sa première sortie publique depuis le massacre de Tiananmen. C'est un symbole et presque un testament politique. Ce sont aussi les dernières images, les dernières paroles publiques de Deng Xiaoping. Sa mort 4 ans plus tard, sans fleurs, sans couronne, sans mausolée et sans émeute, marquera aussi la fin de l'époque héroïque. En un siècle, la Chine aura subi 2 révolutions, 2 guerres d'invasion, 2 guerres civiles, les petits et les grands bonds, les famines et les grandes purges maoïstes. En un siècle, la Chine a bien changé. Dans les villes, une classe moyenne est née, dont le niveau de vie s'améliore. Enrichissez-vous, disait Deng. Blue Jean, Coca-Cola et Playboy, tous les signes de la consommation moderne sont là, qui attirent à nouveau les marchands occidentaux. Mais les images sont trompeuses. Elles ne montrent pas la pauvreté des campagnes, ni le déséquilibre entre les régions riches et les régions pauvres, qui ne fait que s'aggraver. Surtout, le pouvoir maîtrise mal la croissance d'une économie qui a rompu avec la planification sans être encore une véritable économie de marché. Le pouvoir reste aux mains d'une nomenclatura que Mao n'avait pas réussi à vaincre. La réforme politique tarde à venir. Le capitalisme bureaucratique mêle le pouvoir et les affaires. 10e puissance commerciale du monde et 2e pays d'accueil pour les investissements directs étrangers. 1,2 milliard, le quart de la population mondiale, les Chinois sont définitivement devenus une nation. Une nation dont personne ne connaît encore ni les ambitions, ni le destin.